Francine Méran, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur Tandem TV pour cet entretien exclusif. J'invite d'ailleurs tous les téléspectateurs, téléspectatrices à s'abonner à la chaîne pour ne louper aucune émission. Alors, vous êtes peintre de la mémoire, organisatrice de nombreux travaux autour de la transmission de la mémoire. Vous transmettez par l'art la mémoire de la Shoah, le génocide des Tziganes, des Arméniens, des Yézidis, et vous définissez notamment, vous vous définissez comme une passeuse de mémoire pour prendre le relais des derniers témoins qui s'éteignent peu à peu. Vous résidez à Strasbourg, vous organisez de nombreux projets autour de la mémoire, notamment dans des cadres scolaires et pour des projets franco-allemands. Avant de parler de ces différents projets, une première question, pourquoi le choix de l'art pour transmettre la mémoire? Alors, je ne sais pas si c'est un choix de choisir l'art. Je pense que les choses se sont construites dans l'autre sens. J'ai toujours peint, donc l'art a fait partie de ma vie depuis que je suis petite, donc depuis toujours, depuis l'enfance. Et on va dire que ça a surgi dans l'art dont je me servais de toute façon déjà avant. Donc, c'est pas un choix de l'art. Par contre, ce qui est important maintenant, c'est qu'effectivement, je m'appuie dans dans toutes les interventions et dans tous les projets scolaires, même les interventions, les conférences, j'interviens toujours en associant l'art, parce que l'art transmet quelque chose de l'humain, pour moi en fait, mon art on va dire, hein, pas l'art en général, il transmet quelque chose d'un regard sur l'histoire. Donc c'est complémentaire à l'histoire. Donc je suis pas du tout historienne, je suis pas du tout férue en histoire, mais par contre je suis plutôt sensible aux témoignages humains. Et pour moi, l'art, c'est un regard humain sur l'histoire. Alors, c'est vrai, et on retrouve à travers les dizaines de peintures que vous avez faites, ça fait plus de 20 ans, je crois que c'est Depuis de- 98, c'est ça? 2008, j'ai exposé la première fois. Alors, première exposition en 2008, mais vous avez commencé à peindre, effectivement, on le sait avant. Enfant, ouais. Mais la Il y a Shoah, ça cette date de 2006. À mon insu, les premières toiles où la Shoah est apparue, c'était 2006. 2006, et vous parlez de l'humain, mais alors notamment de la tragédie humaine, de différentes tragédies qu'on a pu voir au cours du 20e et maintenant du 21e siècle. D'où la question, pourquoi ces sujets-là? C'est pareil. Le démarrage était tout à fait inconscient. C'était pas, j'ai choisi, disons que j'ai choisi au départ de travailler sur la déshumanisation collective. C'était mon idée de base. Puisque à un moment, quand on peint et quand on apprend à peindre, à un moment, il faut choisir un sujet. Donc, le sujet qui m'a parlé, c'est l'idée de la déshumanisation collective. Dans mon travail, je suis psychiatre. Je travaille sur la déshumanisation individuelle par le travail, par la société de façon générale. Et moi, j'ai commencé par l'idée de la déshumanisation collective. Et après une toile sur des chômeurs, j'ai fait une toile sur les déportés. Et à partir de là, j'ai pu maîtriser ce qui se passait, puisque finalement, ça m'a totalement échappé. Et j'ai laissé les choses se dérouler et j'ai continué. Et ça s'est inscrit exclusivement dans un travail au départ autour de la Shoah. Donc, de la déshumanisation collective, à la fois dans les foules qui partaient dans les camps et à la fois au moment de la libération, dans les visages et dans les euh, photos qu'on a de cette soi-disant libération, disons en tout cas de cette découverte, on va dire, des camps. Et donc, j'ai pas de façon systématique cette déshumanisation ou cette réhumanisation à la sortie des camps, qui est ce dont on pouvait être témoin. En fait, je n'ai pas que ce dont on pouvait être témoin, comme si j'étais témoin, moi, ou que le public serait témoin, mais au départ, je n'ai pas imaginé qu'il y ait un public, ce dont on peut être témoin face à une déshumanisation. Alors, peut-être un mot là-dessus, parce que effectivement, c'est un thème central. Quand vous dites déshumanisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un côté, le fait qu'il y ait une masse, ça leur fait perdre une humanité, c'est ça, cette C'est idée? le fait qu'il y ait un groupe qui ne soit désigné que par le fait d'être juif ou tzigane, mais pas par leur individualité propre. Et donc, l'horreur du meurtre de masse fait perdre la conscience Ça, individuelle, quelque chose comme ça? ça la fait pas perdre, hein, c'est la volonté de la faire La perdre. volonté, oui, oui, bien J'ai sûr. pas dit que c'est perdu, mais au départ, c'était ça ma question. C'était comment on peut assister, comment on peut être témoin. La première exposition, c'était son sujet. La première exposition s'appelait témoin passif, témoin coupable, avec un point d'interrogation, puisque c'est pas une affirmation, hein, c'était une question. Et la question, c'était on est témoin tout le temps,
constamment. Bon, aujourd'hui encore peut-être plus que dans le passé, puisqu'il y a maintenant Internet, donc c'est encore pire qu'avant, enfin plus dur qu'avant, on va dire. Pire, je sais pas, mais plus difficile à supporter, on va dire. On est constamment témoin de scènes de déshumanisation, où que ce soit, et comment on gère ce face-à-face, on va dire, avec l'inhumain. C'est-à-dire ce fait de désigner des groupes où on repère même pas l'individu. C'est ce qui se passe d'ailleurs quand il y a, on va dire, en dehors de la Shoah, lorsqu'il y a un attentat et que jusqu'il y a peu, on ne nommait jamais les victimes et on nommait toujours l'agresseur. C'était bien la question, c'est que on est victime de quelqu'un qui est humanisé en fait quelque part, même peut-être pour certains héroïsé, on va dire. Alors que mon idée à moi, c'est de voir l'inhumain et de revenir à l'humain parce qu'il reste l'humain là-dedans. Et c'est ce que j'ai fait dans l'Étoile. Le premier travail, c'était effectivement des foules qu'on veut inhumaines, c'est-à-dire déshumanisées, on va dire, pas inhumaines, déshumanisées. Et en fait, j'ai eu besoin après de revenir à l'humain qui est dans cette foule. C'est pour ça que je suis après dans la deuxième partie du travail, dans la suite des expositions, j'ai introduit des portraits et j'ai fait essentiellement des portraits. J'ai quasiment plus peint de foule, hein. Alors, il y a ça, il y a effectivement cette transmission par là. Il y a également une part importante dans ce que vous organisez, notamment les tables rondes avec les témoignages. Ouais. C'est-à-dire que quand j'ai peint les portraits, mon idée, c'était que peindre un portrait, ça suffit pas pour transmettre. Ça transmet l'humain qui est derrière, mais il manque tout le discours. Et donc, dans un premier temps, dans les expositions, j'ai fait venir des témoins dont j'avais pas le portrait ou le portrait de quelqu'un de la famille et je voulais qu'ils témoignent. Et après, je me suis rendu compte que de ce témoignage, il n'en restait pas grand-chose parce qu'on capte pas par la mémoire suffisamment de ce qui est dit. Ce qui fait que j'ai voulu qu'on filme et j'ai monté quelques films autour de ces témoignages où j'ai toujours introduit mes toiles qui illustraient certains propos. J'ai plusieurs films comme ça que j'ai montés, des petits films hein, d'une quinzaine, vingtaine de minutes d'entretien avec quelques témoins parce que je voulais ne rien rater le minimum, on va dire, de ce qui est dit, transmettre le maximum de ce qui avait été dit. Et j'ai continué ça sous cette forme-là au niveau des conférences, des colloques qui ont lieu et dans lesquels j'intervenais et où j'ai toujours fait venir des témoins parce que moi, je peux que transmettre une part de la parole du témoin et que tant que les témoins sont vivants, il faut que ce soit les témoins qui aient la parole. Bien sûr. Et alors, à travers ces colloques ou ces tables rondes, quel est le public destiné à entendre ces témoignages? Alors, il y a deux publics différents. La première, c'est qu'il y a toujours des interventions qui sont exclusivement dans les écoles. Donc, je ramène, par exemple, cette année, il y a eu 3 témoignages. C'est pas toujours autour de la Shoah, strictement, hein, c'est autour de l'humain. Il y a eu une témoin, Félicité, qui est belge et qui était survivante du génocide des Tutsis au Rwanda. Donc, elle est venue témoigner dans 2 écoles. Elle a aussi témoigné pour tout public le soir. Donc là, c'est ouvert à tout public, hein. Donc, c'est des événements publics qui sont annoncés dans le journal et où il y a un public mélangé, parfois des enseignants, parfois vraiment tout public. Et c'est toujours un public franco-allemand puisque mes projets sont franco-allemands. Donc, l'idée, comme Strasbourg est frontalière avec Kiel, c'est quasiment la même ville, hein. Kiel, c'est comme une banlieue de Strasbourg. Donc, l'idée, c'est de rapprocher les Allemands et les Français à travers ces manifestations. Et d'ailleurs, à la prochaine, on fera une traduction écrite en allemand de chaque intervention par un papier qu'on distribuera dans la salle. Et pareil, il y a une intervention volontairement en allemand qui sera traduite en français pour qu'on puisse mélanger le public français et allemand et amener progressivement cette interférence qui se fait très mal, encore plus mal depuis le Covid. Parce que Alors ça, c'était le premier public, c'était le scolaire. Et donc, le deuxième public, c'est le soir, effectivement, avec cette c'est le soir. ouverture. Alors, il y a eu, pour dire il y a eu aussi André Bauer que j'ai invité à témoigner, qui n'avait témoigné qu'une seule fois dans son école. C'est un médecin qui était déporté à 4 ans à Bergen-Belsen et qui a témoigné dans une école. L'année dernière, il a témoigné publiquement dans une de mes expositions. Et cette année, il a témoigné dans une école. Et là, je vais le ramener dans 15 jours dans une autre école pour témoigner. Et là, il témoignera de sa non-mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est construit une mémoire, puisqu'à 4 ans, il lui reste pas de mémoire. Il s'est construit avec ses lectures et avec ce que sa mère a dit et il souhaitait témoigner, souffrant de l'incapacité qu'il avait à témoigner puisqu'il n'avait pas de mémoire. Donc en fait, je l'amène. Moi, j'ai fait un diaporama autour de tout ce que j'ai trouvé sur lui et sur l'histoire et il témoigne
dans les écoles et il a déjà témoigné devant tout le public aussi. Et puis là, il y aura plusieurs témoignages maintenant de plusieurs enfants cachés qui chacun a une histoire différente parce que l'objectif, c'est de montrer que chaque histoire est unique, que chaque individu est unique. Et c'est l'objectif des témoignages, c'est de dire aux élèves ou au public, au grand public, c'est pas parce que vous avez entendu un déporté raconter son histoire que c'est pas la peine d'écouter les autres, ou c'est pas parce que vous avez entendu un enfant caché que c'est pas la peine d'écouter les autres. Chaque regard est différent et chaque histoire est unique. Alors, vous enchaînez du coup sur un des projets dont je voulais qu'on parle, qui était le projet Table Ronde qui va se tenir, si je ne dis pas de bêtises, le lundi, le 21 janvier à la Chapelle des Rencontres. Le mardi. Devenir, Le mardi. mardi, le devenir d'enfants juifs cachés. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus dans le détail de cette table ronde? Alors, je suis plusieurs fois intervenue dans des projets scolaires qui avaient comme thématique les enfants cachés, parce que c'est un sujet qui est proche des enfants, puisque ça les touche. C'est souvent des enfants qui ont le même âge qu'eux, donc c'est quelque chose qui les touche. Et puis aussi parce que c'est les derniers témoignages et que les déportés se font de plus en plus rares, voire vont pas assez bien pour témoigner. Donc, on va s'appuyer sur le témoignage des enfants cachés aussi. Les enfants cachés, c'est important pour moi parce que, bon, psychiatre, moi je m'appuie sur la parole et on a longtemps pas écouté les enfants cachés puisqu'ils avaient eu la chance, eux, d'avoir échappé à la déportation et échappé à la mort en l'occurrence puisqu'ils seraient morts s'ils avaient été déportés. Et donc quelque part après la guerre, on a eu du mal à écouter leurs paroles. Donc c'était important pour moi de leur donner la parole. Et aussi parce que toute histoire d'enfant caché traduit un traumatisme particulier, c'est celui de la perte du nom. Puisque quand ils ont été cachés, en tant qu'enfants, ils ont dû changer de nom, changer d'identité, vivre brusquement dans un autre milieu qui n'avait souvent rien à voir avec leur milieu d'origine. Et ils ont vécu une deuxième séparation douloureuse, qui est la séparation du retour, soit chez leurs parents qui sont revenus des camps, soit chez des parents dont ils avaient complètement oublié l'existence, parce que parfois ils mettaient 2 ans, ou tout bébé, ou tout petit placé. Revenir, reprendre un nom, leur nom d'origine, reprendre une identité et une religion éventuellement, parce que Roland Lévy qui va venir parler expliquera qu'il a été dans une famille paysanne, manger du cochon quand il y avait du cochon à table. Pour lui, il avait une vie Bien sûr, il devait aller à la comme, messe, j'imagine, le dimanche, faire les voilà, fêtes comme les chrétiennes, chrétiens. Et puis il est bien sûr. revenu, et puis brusquement ses parents l'ont pris, et il n'avait rien à voir avec ses parents. C'était compliqué pour lui de se retrouver. Ses parents ont été très respectueux, l'ont laissé retourner en vacances chaque fois dans sa famille. C'est un destin particulier. C'est pas toujours le cas. Et donc chacun a ses propres traumatismes, ce qui me touche particulièrement. Et cette question de la perte de l'identité, puisque oui, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, ce changement de nom, parce que c'est toujours important dans les écoles d'expliquer l'importance de son nom. Aussi parce que les déportés qui étaient dans les camps ont évidemment ils ont perdu leur nom et on leur a mis un numéro, donc le matricule. Mais d'expliquer le sens de transmission transmis par la famille et transmis par les générations au-dessus du nom de famille et du prénom. Et d'expliquer l'importance que ça a, parce que les gens ne se rendent pas forcément compte de l'importance que ça a et de la difficulté que c'est de s'identifier à un nouveau nom. Ce qui n'est pas la même chose pour un adulte, qui est peut-être quand même plus simple, parce qu'il y avait des noms aussi, il y avait des changements de nom pendant la guerre, mais ce n'est pas la même chose pour un enfant ou pour un adulte. Alors effectivement, il y a ça, il y a un travail, vous le rappeliez, qui est d'autant plus important à travers la partie de la mémoire de la Shoah avec la difficulté et bientôt l'impossibilité de faire parler les témoins, aussi bien ceux qui ont été cachés, qui maintenant sont des gens qui ont plus de 80 ans, que lorsqu'on fait des visites dans les camps de concentration ou d'extermination, qui pendant des années ont été accompagnés de personnes qui ont vécu cette horreur et ça devient de plus en plus compliqué. Parfois, ces personnes sont, entre guillemets, dorénavant, j'ai envie de dire remplacées, même si le terme est pas forcément le plus adéquat, mais par des enfants de déportés. Mais on sait qu'il y a une difficulté particulière parce que c'est pas la même chose. C'est pas la Bien. même chose quand on raconte son vécu et quand on transmet le vécu, même si c'est celui de son père ou de sa mère. Donc il y a un vrai challenge et une vraie mission à travers cette transmission de la mémoire. Est-ce que à travers votre expérience, alors toujours sur ce sujet
des enfants cachés. Vous avez peut-être une anecdote, quelque chose de particulier qu'on vous a raconté. On sait qu'il y a des milliers d'enfants qui ont pu être sauvés en étant cachés, soit dans des familles, soit dans des institutions religieuses. On sait qu'il y a aussi eu des batailles juridiques, parce que parfois les enfants, on n'a pas voulu les rendre à leur famille d'origine. Quand ils ont été laissés très jeunes, ils n'ont pas forcément reconnu le père ou la mère qui sont venus les récupérer des années plus tard. Voilà. Est-ce que là-dessus, vous avez peut-être une anecdote à nous raconter qui vous aurait marqué à travers ces histoires d'enfants cachés? Alors, je vais raconter peut-être plutôt, parce que je suis vraiment dans la préparation de la prochaine soirée, raconter l'histoire de Fred Cohen parce qu'il a une histoire particulière. Alors, Fred Cohen était bébé. Ses parents étaient, sa mère, je pense, a été déportée aux Veldives. Lui, il a été caché dans les caves à Paris pendant pratiquement 2 ans avec plein d'autres enfants. Il en parle très peu, hein, c'est pas quelqu'un de bavard. Euh, donc, il a été caché dans les caves parisiennes et il dit dans le témoignage qu'il a fait dans la classe que des mamans juives ayant des bébés venaient allaiter les bébés qui étaient dans ces caves. Il se rappelle de rien dans ces caves. Il n'a aucun retour de ce qui s'est passé. Et puis à un moment, c'est devenu trop dangereux d'être caché comme ça dans les caves et il a été emmené. Il avait à peine 2 ans. Il a été emmené dans les Pyrénées. Et dans les Pyrénées, on l'a placé dans un village chez des paysans extrêmement pauvres. Alors, faut dire que Fred Cohen, ils étaient 12 enfants. Un papa, alors l'un était marocain et l'autre algérien. Son papa a été déporté à Gurs. Je pense qu'il est revenu des camps. C'est pas très clair, il raconte très peu de choses. En tout cas, il a été dans ce village des Pyrénées, dans une famille pauvre qui avait 5 enfants, où il raconte que la nuit, il avait peur des rats. Il y avait des rats dans la pièce où il était, qu'il était aimé, mais de façon assez froide, comme c'était le cas dans ces familles paysannes assez Bien sûr. pauvres. Il allait à l'école, il était quand même désigné comme un étranger par les enfants qui voulaient pas s'asseoir à côté de lui. Et puis, il raconte la peur qu'il avait de la Gestapo quand même, hein. Il était petit, il y est resté un certain temps. Ses frères étaient dans des familles beaucoup plus maltraitées que lui. Ils étaient battus avec des fourches. Il l'a raconté là. Waouh. C'est nulle part, hein. Il l'a raconté dans la classe. J'ai réécouté le témoignage hier. Et quand il a eu une dizaine d'années, il a voulu partir, donc il devait être assez sauvage. Il a voulu partir avec les loups au Canada pour vivre au milieu des loups. Et puis finalement, on l'a pas autorisé à ça. Et il a fait ce qu'on lui a imposé. Il avait le choix entre deux métiers. Il a fait le métier de charpentier parce qu'il n'y avait pas d'autre choix. Et puis il est parti comme un routard, toujours avec ce côté sauvage qui est quand même lié au traumatisme, hein, de son histoire. Et il est parti comme un routard en 68 et puis il a marché sur les routes et puis finalement il est devenu éducateur spécialisé. Puis il est arrivé à Strasbourg. Et à Strasbourg, il est rentré dans l'art. Il est rentré à l'école Hort. En travaillant un petit peu à l'école Hort, et puis progressivement, et aujourd'hui, c'est un artiste d'art brut dont on va présenter quelques œuvres lors de la soirée, et qui raconte parallèlement, et ça c'est intéressant pour voir trois destins, en une histoire, trois destins. Ses sœurs ont été placées dans une maison d'enfants à Sèvres. Cette maison d'enfants a suscité un film, parce que dans cette maison d'enfants, il y avait deux directeurs qu'on appelait Goéland et maintenant j'ai un trou sur le deuxième, ça va me revenir. Deux noms d'animaux. Les enfants dans cette maison d'enfants étaient également appelés avec des noms d'animaux. Il y a un film Pingouin et Goéland. Voilà. Et il y a un film, on le trouve, je l'ai acheté hier, hein. Donc il m'avait prêté ce film qui s'appelle Pingouin et Goéland, les 300 enfants ou les 500 enfants sauvés. C'est une maison d'enfants qui faisait croire qu'ils étaient pro-nazis. Ils vivaient de l'argent de nazis, en fait, hein, de l'argent de l'État français. Et en fait, ils cachaient dans la maison à peu près 300 enfants juifs qui étaient au milieu des autres. Et après la guerre, on a eu beaucoup de mal à reconnaître comme justes, puisque dans un premier temps, ils ont été reconnus comme des collaborateurs. Et donc, les deux directeurs, qui n'ont pas eu d'enfants eux-mêmes, c'était leurs enfants. Les deux directeurs, pardon, ont failli être désignés et punis comme collaborateurs de l'État nazi. Et après, on s'est rendu compte qu'en fait, ils avaient caché des enfants juifs, dont ces trois sœurs qui tournent dans le film, hein. Incroyable. Ouais, donc c'est pour ça que je dis, en fait, un dessin, mais il y en a trois dans cette famille, hein. Alors, deuxième projet sur lequel je voulais vous interroger, qui est un projet que vous faites également dans un cadre éducatif, c'est le projet Valise. Oui. Alors, c'est un projet que dont j'ai eu l'idée après le Covid.
Après, il a Parce qu'on mis ne un peu pouvait de pas temps. voyager, vous avez dit, il faut faire un projet autour des valises. Oui, c'est une bonne idée. C'était pas ça, mais pourquoi pas, peut-être. Non, le Covid m'a énormément choquée. La période du Covid m'a beaucoup impressionnée parce que dans un premier temps, il y a eu une solidarité qui s'est installée. Très peu de temps, en fait. Un certain temps, on a remercié les soignants. Enfin, je sais pas comment c'était en Israël, mais en France, on allait sur les balcons, on disait merci aux soignants. Ça a duré un certain temps et puis assez rapidement, on s'est tous repliés sur soi-même. On pouvait plus passer la frontière allemande, alors que on essayait de créer une ville unique, Strasbourg-Kiel. Il y avait un tram qui allait de Strasbourg à Kiel, donc c'était presque comme si c'était devenu une ville franco-allemande. Et puis avec le Covid, ben, il fallait donner le pass sanitaire pour passer, donc on pouvait plus passer. Je sais qu'il y a eu plein de problèmes en Allemagne. Les Français qui travaillaient dans les usines ont été rejetés par des ouvriers des usines qui les empêchaient de venir travailler, qui étaient contents quand ils dégageaient. Enfin, il y a eu une animosité très vite. Chacun s'est replié dans ses frontières. Et on a eu peur. On a eu peur ici aussi, on a vu des images, mais on a eu peur d'ensuite d'être en contact avec les autres, d'être contaminé. On se souvient d'un Premier ministre qui invitait lors des repas de fin d'année à mettre les grands-parents isolés dans la cuisine pour pas prendre de risques. On s'est replié, on a eu peur de l'autre et effectivement, il fallait être vacciné et prouver que on n'était pas dangereux pour l'autre, pour aller dehors, pour manger dehors. Donc, c'est vrai que ça a été un bouleversement et un repli sur soi-même ou sur la cellule familiale Et propre un rejet de l'autre. et un rejet de l'autre. Et avec l'apparition, parce que c'est tout un travail que j'ai fait en céramique dans la période-là. Après, il y a eu les valises à laquelle j'ai pensé pour essayer de nous réunir, on va dire, de revenir un petit peu à un partage. Mais il y a eu aussi tout plein de paroles antisémites qui sont arrivées dans cette période du Covid. Il y a eu une floraison comme ça dans les manifestations. On parlait du pass nazitaire, on parlait des camps du docteur Macron. Moi, j'ai retrouvé des images de tout ça. Donc, tout ça, je l'ai introduit dans des sculptures que j'ai fait à l'époque. Il y a vraiment eu un discours, je suis Anne Frank, je suis Sophie Scholl. Enfin, il y a eu comme ça une déformation de l'histoire qui voulait ramener ça à un espèce de régime totalitaire qui nous impose le pass sanitaire, surtout en France, hein, où la législation a été assez lourde. Tant mieux, on a eu moins de morts. Enfin, moi, je suis pas tellement contre ce qui s'est passé, mais ça a amené comme ça des propos avec des images qui sont apparues sur le net, par exemple, de Madame Buzyn qui met le virus dans des puits. Ce qui rappelle quand même des Bien images du sûr, Moyen-Âge, hein. Bon, bien voilà. sûr. Tout ça, c'est apparu avec le Covid. Et donc, ça a introduit, on va dire, ça a introduit les discours du 7 octobre, hein, du post-7 octobre, on va dire. C'était déjà là. Moi, j'ai fait vraiment tout un travail sur cette montée de l'antisémitisme, ces discours de négationnisme, d'inversion des valeurs. Enfin, vraiment que, au lieu de nous aider, on est en train de nous détruire. Et puis, c'est les Juifs derrière, hein. Il y avait quand même vraiment cette question des Juifs. Donc, suite à ça, je me suis dit, mais c'est quand même terrible. L'Europe, on est à Strasbourg, on est en France. L'Europe qui était soi-disant quelque chose de fort, moi, ça m'a paru très ébranlé, on va dire, par ça, puisque finalement, d'Europe, il n'y en avait plus, hein, là. Chacun se fermait chez soi, s'enfermait chez soi. Donc, par rapport à ça, j'avais depuis longtemps l'idée des 30 ou 40 valises que j'ai à la maison, parce que je les installe parfois dans mes expositions, parce qu'elles marquent la trace des absents. Donc, je fais des installations qui marquent la trace de l'absent. Je me suis dit, ce serait bien que dans les écoles, on aille pour permettre de travailler sur l'antisémitisme, sur la Shoah, sur les migrations, sur le partage aussi, hein, ce qu'on amène quand on migre, puis aussi Alors, c'est quoi donc? C'est la valise comme quoi? Comme symbole de départ, la symbole de valise comme déplacement? comme symbole de départ et aussi comme symbole de ce qui contient notre individualité, notre Ah, unicité. qu'est-ce qu'on prendrait Qu'est-ce si on qu'on a n'avait qu'une avec valise pour soi mettre quand nos on se affaires? déplace, voilà. Qu'est-ce qu'on mettrait de cher avec soi, à la fois qui symbolise de là où on vient, peut-être aussi qui symbolise là où on va et ce qu'on veut partager. Il y a ce double regard de la valise. Et évidemment, ça permet au travers de ça de parler de quelque chose qui est parfois difficile dans les écoles, c'est de reparler de la Shoah, de reparler de ce que c'est un génocide, d'imaginer qu'on fait des valises pour les camps, mais qu'on retrouvera pas. Donc, c'est la valise d'un absent. Il y a une histoire particulière. On peut la trouver sur Internet et qui m'avait touchée, que je raconte aux élèves. Il y a l'histoire de la valise d'Anna. Et ça traduit assez bien. C'est une japonaise qui a décidé de créer un lieu de sensibilisation contre les barbaries ou contre les
l'inhumanité et qui contre le racisme, on va dire, et l'antisémitisme. Et elle demande à Auschwitz de lui envoyer une valise pour pouvoir travailler sur la Shoah parce qu'elle a rien au Japon. Et on lui envoie la valise d'une petite fille qui s'appelle Anna et il y a marqué simplement le nom de Anna, sa date de naissance, son nom de famille et il y a marqué qu'elle est orpheline. Je ne sais plus le nom maintenant en allemand, mais c'est écrit en allemand. Orpheline. Et elle montre ça comme objet. Enfin, c'est tout ce qui reste de cette petite Anna. Et Brady, elle s'appelle, son nom de famille, Anna Brady. Et finalement, au bout d'un moment, ça lui suffit pas pour transmettre, parce que finalement, elle sait rien sur cette petite Anna. Et donc, elle décide de retourner, d'aller à Auschwitz, demander des informations sur cette petite Anna. Elle apprend qu'elle était à Theresienstadt avant. Elle va à Theresienstadt. À Theresienstadt, elle demande des informations. Ils arrivent en ouvrant un registre à repérer que Anna, elle avait un frère, puisque en dessous du numéro de Anna, il y a le numéro du frère et le numéro d'un copain du frère, qui tous les deux sont, on voit dans le fichier qu'ils ont survécu. Et donc, le copain du frère, vit toujours en République tchèque. Elle contacte le copain du frère, qui lui donne le numéro du frère, qui vit au Canada. Elle contacte ce monsieur au Canada. Et à partir de là, une belle histoire, puisque finalement, toute l'histoire d'Anna apparaît. Et donc, il a plein d'images. Et lui, qui se sentait toujours coupable de la disparition de sa sœur qui est envoyée à Auschwitz et qui a été directement gazée alors que lui a été choisi comme ouvrier à Auschwitz. En fait, il est resté très peu de temps, mais il n'a pas été gazé. Et se sentant coupable avec le syndrome du survivant, enfin, la culpabilité du Bien sûr. survivant, il a pu transmettre. Et à partir de là, on a transmis le message d'Anna et j'explique parce qu'il le dit. Sa sœur rêvait d'être institutrice et finalement, il dit que le plus beau cadeau qui peut être fait, c'est que finalement, elle instruit les enfants du monde dans toute l'Asie et lui au Canada autour de sa propre histoire et contre l'antisémitisme. Et cette histoire, je la raconte et elle est vraiment on va dire, le nœud central de ma transmission. C'est-à-dire que finalement, avec juste une valise et un nom, on est arrivé à recréer l'histoire, la maison où elle habitait, qui elle était, son frère, ce qu'elle aimait, etc. Et donc finalement, étonnamment, on construit vraiment une vie et on reconstruit une vie et puis peut-être même on donne un avenir. Enfin, on contre la mort de cette petite fille qui avait, je sais plus, 11 ans ou quelque chose comme ça. On contre la mort puisque finalement, on la rend presque immortelle en continuant à raconter cette histoire. Donc moi, je la raconte, puis je passe la vidéo en même temps. Voilà, ça fait partie du projet, hein. Alors, c'est une très belle histoire et justement, j'allais vous dire, quand on visite le mémorial de Yad Vashem à Jérusalem, dans la grande exposition, la partie principale, les premières choses que l'on voit, ce sont quelques objets personnels. Les derniers objets que les déportés qui ont été gazés avaient sur eux, parfois c'est une montre, le plus souvent sont des photos ou des papiers d'identité. Papier d'identité, certificat de mariage et puis photos de leurs parents, photos de leur époux, photos de leur femme. Et effectivement, ça rejoint ce que vous disiez sur cette interrogation de ce qui fait partie de l'identité et ce qu'on garderait, le dernier objet qu'on garderait avec soi si on devait partir. Je vais Donc, vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec la Shoah, mais parce que ce que vous me dites m'y fait penser. J'avais été en contact, donc j'ai fait le portrait d'un petit garçon arménien. Vraiment un très très joli portrait. Je vous l'enverrai éventuellement si vous en avez besoin. Mais en fait, j'avais rencontré son neveu qui vit à Marseille et qui racontait que son papa, son papa et son oncle avaient été protégés, on va dire, et mis en orphelinat au moment du génocide arménien. Donc ils avaient été mis sur l'île de Corinthe, tous les deux. Et suite à ça, son papa avait été envoyé au Canada en premier, avant son frère. Le frère devait le rejoindre. Frère qui ne l'a jamais rejoint. Et l'histoire a continué. La famille a retrouvé le papa de ce jeune homme qui a aujourd'hui 60 et des poussières, donc la famille l'a retrouvé, l'a fait venir en Europe, puis il a un périple, peu importe. Il n'a jamais retrouvé son frère. Quand son papa est mort, il a trouvé dans la poche de veston de son papa la photo de ce petit garçon qu'il n'a jamais retrouvé. Donc finalement, son papa a vécu toute sa vie avec la photo de son petit frère qu'il n'a jamais retrouvé. voilà. Voilà. Et j'ai fait le portrait de ce petit frère et je raconte ça aussi. Voilà. C'est la même question en fait. Hein. C'est qu'est-ce qui reste de quelqu'un? Il reste rien en fait. Et puis bon, les gens sont toujours surpris parce que personne connaît ce petit garçon, ni personne connaît le Bien neveu sûr. non plus. Mais je trouve que l'histoire est émouvante parce que finalement, ce monsieur a toute sa vie pensé avec cette petite, a eu sur le cœur son frère et a pensé le retrouver un jour. Hein. L'a jamais retrouvé. Hein.
Alors, dernier mot sur le projet Valise, comment les élèves participent à ce projet? Parce qu'il y a une partie active de leur part, toujours autour de l'art, hein. Alors, l'an passé, c'était un peu différent de cette année. Moi, je propose toujours aux élèves d'abord, dans un premier temps, d'abord de réfléchir à la notion valise, d'y réfléchir, de réfléchir après à ce qu'un objet peut dire, comme vous le disiez tout à l'heure. Donc, en fait, je leur présente plein d'objets. Chacun doit raconter une histoire, inventer une histoire pour montrer qu'ils peuvent prendre, pour construire leur valise, après la valise qu'ils vont construire, des objets disparates dont ils raconteront eux l'histoire et qui mettront l'histoire dans un objet. Et je leur demande de revenir à leur histoire personnelle parce que c'est très important qu'ils s'inscrivent eux-mêmes dans une histoire. Aujourd'hui, les jeunes ne sont pas inscrits dans une histoire. C'est pas par hasard qu'ils ont comme ça la sensibilité pour le peuple palestinien, dont ils connaissent rien du tout, par exemple, pour les musulmans. Et ils connaissent rien de leur histoire, rien de leur religion, absolument rien. Et donc, ça me paraît toujours très important que d'abord, ils aillent vers leur propre histoire et qu'ils commencent à interroger leurs grands-parents, leurs parents sur leur propre histoire. Point. Après, les enseignants parfois choisissent que ceux qui le souhaitent racontent dans une valise leur propre histoire, ce dont ils sont issus. C'est une première chose. C'est aussi raconter, enfin s'inscrire comme individu dans quelque chose, dans cette valise. Mais à côté de ça, il y en a d'autres qui vont travailler sur la Shoah. Donc globalement, il y a des classes où il y a la moitié qui travaille sur des histoires individuelles propres et l'autre moitié sur la Shoah ou sur le génocide ou sur un témoin que j'ai fait venir. Cette année, c'est exclusivement sur la Shoah. Les enseignants ont tous voulu travailler sur la Shoah. Et donc, à part une ou deux valises sur Félicité, rescapée du génocide Tutsi, parce qu'elle a ému par son discours et ils vont lui faire deux valises. Autrement, ce sera exclusivement sur soit des portraits que j'ai peints, parce que soit le portrait les a touchés et ils vont faire des recherches sur la personne dont j'ai fait le portrait, soit sur quelqu'un dont ils ont lu une histoire. Là, il y a le nouveau film la précieuse marchandise qui est sorti, ce film qui vient de sortir, ce dessin animé. Donc apparemment, il y a plusieurs élèves qui vont faire quelque chose sur cette histoire, hein. Donc oui, il y a ce film, mais effectivement, cette manière de pouvoir parler de la Shoah par l'art, c'est peut-être aujourd'hui bienvenu. Dans une époque en France, on sait, où c'est de plus en plus compliqué d'aborder ce sujet-là. Il y a plein d'enseignants, on a des Ouais. témoignages qui essayent d'éviter, qui parlent à minima de ce sujet-là, tellement c'est devenu compliqué. L'art est peut-être une bonne solution pour continuer à expliquer ce dont il s'agit pour des gens qui connaissent de moins en moins cette partie de l'heure et de notre histoire. C'est surtout très difficile depuis le 7 octobre parce que comme on a complètement dévoyé la notion de génocide, comme on a complètement inversé des valeurs entre ceux qui sont victimes et ceux qui sont coupables, c'est encore plus difficile d'en parler. Et sous cet angle-là, j'ai pas eu d'opposition, vraiment quoi. Alors que le démarrage du projet, le projet, il a vraiment démarré en septembre, juste avant le 7 octobre. Au moment du 7 octobre, je ne savais plus comment l'aborder. Bon, d'abord, j'étais pas Bien bien sûr. déjà, mais même je savais plus à partir du moment où on a commencé à parler de génocide, enfin en fait, je savais plus comment l'aborder. En plus, il y a eu quand même une montée de haine par rapport aux Juifs, donc c'était compliqué dans les écoles. J'ai un tout petit peu mis en sourdine le projet pendant un temps, d'autant que j'ai moi-même eu des menaces, pas de mort, mais pas claires, enfin des menaces téléphoniques. Euh, Suite à une exposition que j'ai faite où j'ai introduit des toiles pour le 7 octobre. La première fois, elle venait d'être faite et j'ai eu un coup de fil anonyme pour me dire qu'il allait m'arriver quelque chose, hein. Donc, c'était juste au mois de novembre, hein. Donc, à partir de là, j'ai un petit peu mis en sourdine le projet qui a quand même Ouais. continué dans une école et on l'a vraiment repris en février. Donc, l'année dernière, en février, on l'a quand même repris, on l'a quand même achevé et je l'ai repris cette année. Et cette année, bon, voilà, je parle plus de la Shoah que l'année dernière, enfin, de façon plus détendue, on va dire, même si l'atmosphère est pas très bonne. J'ai quand même pris, moi, un peu de distance. Je suis un peu moins dans la sidération par rapport au 7 octobre, même si euh, je reste encore au 7 octobre, quoi, et à tout ce qui se passe. Mais quand même, j'arrive à verbaliser mieux que l'année dernière et j'arrive à supporter qu'il y ait une intervention aussi d'un élève pour me parler de Gaza, parce que ça arrive. Je le supporte mieux, j'arrive à me positionner mieux. Au départ, je ne serais pas arrivée. Et ça permet de parler de ce que c'est un génocide, de le redéfinir, de définir effectivement qu'à Gaza, c'est dramatique, c'est catastrophique, c'est pas un génocide, de revenir sur la notion de génocide, vraiment.
même si je pense qu'il y a plein d'élèves que, quelles que soient les explications, restent sur leur position, mais ça n'empêche que ça permet d'en parler à une classe. Et Oui, du oui, coup, l'art est une très belle manière de pouvoir aborder on ces a, sujets. franchement, de façon étonnante, il y a une école où il y a 90% de musulmans dans la classe, je pense, facile, hein, voire plus. Eh ben, c'est quand même une belle victoire parce que une bonne partie va faire la valise d'un juif, hein. Bravo, Je suis très touchée. bravo. J'attends les valises, mais je suis très touchée, franchement. Et il y en avait certains qui étaient opposés au projet et qui se sont accrochés. Il y en a un qui va faire la valise du professeur Weitz, qui est un grand professeur qui a été déporté et qui vraiment était un être d'une humanité incroyable. Et c'est un élève qui, au départ, était assez insupportable pendant le projet et qui m'a montré la dernière fois ce qu'il fait. Et ben, il fait une valise pour le professeur Weitz. Donc, pratiquement tous font ou des valises à la mémoire de justes musulmans, parce que je voulais les toucher. Donc, il y a aussi cette question-là de travailler sur les justes, Bien sûr. ce qui est pas grave, ça leur permet de parler des juifs qu'ils ont sauvés. Et d'autres font des valises de juifs, vraiment. Et je trouve que c'est une belle victoire, ça. Merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cet entretien. Francine Méran, merci pour tout ce que vous faites à travers l'art, pour le travail de la mémoire. On va rappeler les deux projets sur les destins d'enfants juifs cachés et le projet Valise. Toutes les informations sont à retrouver sur votre site internet dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. Je vous souhaite beaucoup de réussite dans tous ces projets et je vous remercie encore de tout ce que vous faites pour ce travail de la mémoire. Merci beaucoup. À Merci très beaucoup d'avoir bientôt. invité. À bientôt. Au Au revoir. revoir.